Regardez cet avion, il est complètement en train de perdre le contrôle et dans quelques secondes, voilà, il s'écrase dans la forêt dans l'État de Washington et ça, c'était samedi dernier. Le pilote est vivant et comme souvent, on a vu de nombreuses réactions qui viennent dire qu'il a eu de la chance, qu'il a eu du courage de s'éjecter, mais en fait, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux facteurs humains et à ce qui fait que les équipages prennent généralement la bonne décision et savent quand quitter l'avion pour lequel ils ont signé la responsabilité. Et c'est pas du hasard, c'est pas une longue réflexion, il n'y a pas le temps pour ça, comme disait Maverick. If you think, you're dead. Et ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est dans un premier temps ce que ces images nous permettent de comprendre, et dans un deuxième temps ce qu'elles nous apprennent sur le cœur du sujet de la vidéo, comment est-ce qu'on fabrique un cerveau capable de prendre la bonne décision en quelques secondes. Et vous allez voir, c'est de la méthode, c'est de la culture, c'est ce qu'on apprend aux pilotes de chasse. Jingle. Vers quelle culture de sécurité souhaitez-vous tendre ? Une équipe qui ose se raligner, qui détecte ses déviances, qui s'autorégule et qui ose faire remonter ses erreurs ? À ce moment-là, il vous faut la culture juste, le briefing, le débriefing et bien d'autres outils qui permettent d'y tendre. C'est devenu notre mission, faire profiter votre organisation des retours d'expérience de l'aéronautique. Travaillez ensemble. Rendez-vous sur debrief.org ou contactez Laurence. Parce qu'on a le droit à l'erreur, mais pas à l'échec. Roger, ball. Alors, juste avant d'attaquer, comme vous le savez, moi j'ai fait ma formation aux États-Unis, T45, T34, on a volé sur ces fameuses VIA routes, ces routes basse altitude. Sur les images, ce que l'on voit là, c'est cette fumée blanche. Ça a beaucoup fait réagir. Pourquoi cette fumée blanche ? En fait, il y a trois grandes raisons. La première raison, possibilité, ça pourrait être tout simplement que ça vient du réacteur. Les réacteurs qui ont un souci, pas forcément le plus probable, mais pourquoi pas, ça peut venir du réacteur. Deuxième raison, ça peut venir du carburant. Alors le carburant sur les avions de la marine, vous pouvez le vidanger, normalement ça ne sort pas comme ça, mais quand vous avez des bidons, et là apparemment c'était le cas, vous pouvez percuter les bidons. Percuter les bidons, ça veut dire qu'en fait, vous ouvrez des sortes de petites trappes sous les bidons et d'un coup, en quelques secondes, ça allège les bidons, ça vide tout le pétrole, donc ça peut faire des choses un peu comme ça, sans pour autant avoir à larguer les bidons. Si vous larguez les bidons, ils peuvent arriver au sol, s'il y a des gens, ça peut être dangereux. Et le troisième point, dites-le moi dans les commentaires, à votre avis, pourquoi on peut avoir de la fumée blanche? Abémoum, papam. Toujours est-il, là, le point intéressant, c'est vous voulez alléger votre avion, oui, vous pouvez larguer les bidons, c'est souvent dans les procédures de secours, mais vous pouvez également les percuter. Là, au vu des images, il faudra attendre le rapport d'enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le F-18 est un bimoteur. Alors, je sais qu'en France, les gens ne sont pas trop fans du F-35, qui est un monomoteur. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, est-ce que le F-35 monomoteur est plus ou moins safe qu'un F-16 ou qu'un F-15 ? Ça va être intéressant. Mais avec un bimoteur, normalement, si par exemple vous tapez des oiseaux, ça fonctionne encore puisqu'il reste un seul moteur. Et les entrées d'air nourrissent un seul moteur à la fois. Ça, c'est bien pensé. Donc, c'est assez rare. Par contre, ça peut arriver, beaucoup d'oiseaux, et vous perdez les deux moteurs. Dans tous les cas, quand vous êtes à basse altitude, vous avez de la vitesse, généralement au-dessus de 420, 450 ou des fois 500 nœuds. Dès que vous avez une panne, normalement la procédure, vous allez cabrer les ailes à plat. Or là, on voit que l'avion est plutôt bas. On va cabrer les ailes à plat. Pourquoi on veut cabrer les ailes à plat ? Tout simplement pour s'acheter du temps. Transformer votre vitesse, l'énergie cinétique, en énergie potentielle de pesanteur, ce qui va augmenter vos chances de survie en cas d'éjection et ce qui va vous laisser également le temps de voir un petit peu ce qui se passe. Vous allez chercher à peu près 300 nœuds, qui est une bonne vitesse en cas d'éjection, et là, vous allez voir est-ce que j'arrive à redémarrer ou pas. Ça, c'est la procédure classique. Par contre, très important, les ailes à plat. Si votre avion commence à se retourner, et là on le voit, il se retrouve avec les ailes en bas ou autre, et bien là il faut sortir. Et plus vous sortez tôt, plus vous avez de la chance de survie avec ces sièges éjectables. Très bons sièges éjectables qui sont équipés de gyroscopes, qui vont essayer de vous ramener dans le bon sens. Mais si vous vous éjectez sur le dos très bas, ça ne va pas le faire. Les statistiques, généralement, vous disent qu'en dessous de 500 pieds, en dessous de 150 mètres sol, le taux de survie à l'injection, c'est 51%, au-dessus 91%. Pourquoi 51% bas ? Souvent parce que vous avez une vitesse verticale en plus de votre faible hauteur, et donc du coup, votre siège doit se battre contre votre vitesse verticale,
et c'est très compliqué pour lui de réussir à vous faire survivre. Dans tous les cas, on voit clairement que l'avion n'est plus en contrôle, ce qu'on appelle OCF, Out of Control Flight. Le pilote sort et c'est ce que veut la procédure. Un avion de chasse type F-18, vous pouvez regarder en source ouverte, il y a le NATOPS, il y a leurs procédures qui sont disponibles sur Internet. Les Américains partagent tout. Vous avez le NATOPS et qui vous dit clairement qu'en dessous de 6000 pieds, vous n'êtes plus en contrôle de l'avion, vous sortez. C'est exactement ce que fait le pilote. Il applique la bonne procédure. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils volent aussi bas? En France, on peut voler n'importe où à 500 pieds ou 250 pieds tant qu'on n'est pas au-dessus des villes. On a en plus le réseau RTBA, très basse altitude, dans lequel c'est comme des couloirs. Les avions de chasse peuvent voler sans regarder dehors, sans faire le voir et éviter, au système, pour s'entraîner à faire de la pénétration tout temps. Si vous êtes pilote d'avion léger, rentrez pas dans le RTBA quand il est actif. Par contre, aux US, eux, ils volent que dans des couloirs dédiés. Vous ne verrez pas un chasseur n'importe où au-dessus du territoire américain. Ils ont leur route, Visual Route, VA Route, qui sont certifiés, où ils ont réfléchi en termes de sécurité pour justement ne pas mettre en péril les gens. Donc en fait, il y a plus de liberté quand tu es chasseur à voler à basse altitude en France qu'aux États-Unis, où tu dois respecter des tracés, des sortes d'autoroutes prévues à l'avance. Pourquoi faire du basse altitude? Pour s'entraîner tout simplement à la pénétration au territoire ennemi. Quand tu as un avion furtif, tu peux voler en moyenne ou haute altitude, préférence de nuit dans les nuages, comme ça les systèmes électro-optiques ou infrarouges vont avoir du mal à t'avoir. Mais quand tu n'as pas un avion furtif, comme le Rafale, comme le F-18, comme le F-15, comme le Gripen, bien souvent la pénétration passe altitude, est ce qui va te permettre de pénétrer dans un territoire ennemi où il y a de la menace, sans pouvoir être engagé grâce à un concept qu'on appelle l'intervisibilité. En gros, les radars adverses ne peuvent pas te détecter, les conduites de tir ne peuvent pas t'accrocher, et tu passes. Maintenant, comment est-ce que le pilote a pris la bonne décision? Eh bien, tout simplement grâce à cette procédure Out of Control Flight. Contrairement à ce que dit Maverick, tu penses t'es mort. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un bon pilote, il déplace la temporalité de la décision. C'est-à-dire que par sa préparation en amont, il a déjà réfléchi à comment réagir dans ce cas-là. On parle de préactivation mentale, de briefing également. Le briefing, c'est l'échauffement du cerveau, si vous voulez. Et donc, il a réfléchi à comment décider s'il perd le contrôle de l'avion à basse altitude avant de partir en vol. Parce qu'on sait très bien qu'une fois que votre cerveau est saturé de stimuli, en train de gérer la panne à basse altitude, c'est trop tard pour se dire qu'est-ce que je dois faire? Tu ne maîtrises plus la temporalité. Donc, tu anticipes et tu te prépares d'un point de vue décisionnel au moment où tu as encore le contrôle du tempo, avant le vol. Donc ça, c'est important. On ne supprime pas la pensée, on la déplace dans le temps. Point important. Et si vous voulez bien comprendre, il y a de la théorie derrière, c'est James Rasmussen qui a mis un modèle dessus, et pour faire simple, qui a expliqué que le cerveau fonctionne de différentes manières. Tu as le niveau analyse, qui est notre niveau de raisonnement le plus intelligent, mais qui est également le plus lent. Et dès qu'on se retrouve un petit peu saturé cognitivement, c'est le premier qui s'effondre. Et donc en tant que militaire, on sait qu'on ne peut pas capitaliser dessus. Donc là sur lequel on va travailler dans les armées, c'est transformer tout ce qui est des décisions vitales en règles. Comme ça, on n'a pas besoin de reposer sur la capacité d'analyse de l'équipage, on va sur le niveau réflexe. Et en pratique, mon avion n'est plus contrôlable, je suis en dessous de 6000 pieds, réflexe, je m'éjecte. Action, réaction. Pas besoin de commencer à discuter pendant des heures. Pas besoin d'enclencher le mode analyse du cerveau qui, de toute façon, va vous faire une erreur 404, vu la charge cognitive, vu les zones de stress, vu la temporalité. Et comment est-ce que l'on fait pour passer ce mode en mode décisionnel? C'est ce qu'on appelle des critères décisionnels. Pas besoin de négocier, pas besoin de discuter pendant des heures. Tu perds le contrôle, tu es en dessous de 6000 pieds, tu tires la poignée. Et qu'on soit clair, c'est la décision la plus compliquée à prendre pour un pilote. Surtout que hors de contrôle, il ne sait pas vraiment où sa machine va impacter le sol. Et il y a des campeurs. Et qu'on soit clair, le premier critère de mort à l'éjection, c'est souvent de trop attendre avant de tirer. Donc le temps joue clairement contre vous. Qu'on soit clair, pour réussir à prendre ce genre de décision, il faut être intimement persuadé que son critère décisionnel est ancré dans la réalité. Et comment est-ce qu'on décide? En étant très clair sur nos objectifs en tant que bon chasseur. Sécu en numéro 1, on target on time. Sécu en numéro 1. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Si vous avez un doute sur le fait que la sécurité, c'est d'abord la sauvegarde des gens au sol, après vous, après celle de votre avion, vous allez rester dans l'avion, vous n'allez pas tirer. Rappelez-vous le crash du F-16 en meeting aérien en Pologne, le pilote est resté dans l'avion. On l'a vu également sur un Typhoon en démonstration en Italie. Si dans votre culture, dans votre tête, vous n'avez pas préactivé le fait que votre survie passe avant le bon état de votre machine, vous allez vous retrouver bloqué d'un point de vue décisionnel et vous allez probablement mourir. En définitive, qu'est-ce que ces images nous apprennent
À chaud, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, du facteur humain, ces fameux critères décisionnels. Comprendre que notre cerveau est soit en mode analytique, soit en mode réflexe, qu'on nourrit la culture de l'aviation avec des critères décisionnels très simples à appliquer, que l'on ne questionne pas, avec lesquels on monte dans l'avion. Vous connaissez les checklists, mais en fait, on a tous ces critères décisionnels, des points clés en voltige, des approches à 1000 pieds. Je compare mes paramètres avec mes critères décisionnels. À 500 pieds en approche toujours, je compare ce que j'ai avec ce que je suis censé avoir. Si ce n'est pas bon, je remets les gaz. Il n'y a pas à discuter. Et ce qui fait toute la force de l'aérien, c'est qu'on a toute une industrie qui pousse pour vous expliquer quand vous arrivez, voilà ce qui est juste, voilà ce que j'attends de toi, voilà tes critères décisionnels. Et pour maintenant travailler depuis 7 ans et adapter ces méthodes au monde de l'entreprise, ce qui fait du mal aux managers, ce qui nous fait du mal dans nos vies privées, et généralement, c'est que ces critères décisionnels, personne ne vous les donne. Peu de gens prennent le temps de les construire et vous essayez de découvrir au quotidien quelle décision prendre. C'est chronophage, ça prend énormément de charge cognitive et souvent, ça vous laisse avec des regrets. Donc s'il y a une chose à retenir de ces images, c'est que la bonne décision du pilote, c'est préparer en amont. 90% du succès de la préparation est en amont et grâce à cette préparation, il va pouvoir vivre avec les conséquences de sa décision parce qu'il sait qu'il a suivi un process décisionnel qu'il n'a pas à remettre en doute. Et ça, c'est une énorme force dans l'aérien et je ne peux que vous pousser et vous conseiller d'essayer d'appliquer ça bien au-delà du cockpit parce que ça marche. Je vous dis à très vite sur la chaîne. On a pas mal de vidéos sympas qui sont en montage, pas mal d'accidents ces derniers jours malheureusement. On va parler de ce qui s'est passé en Inde également. La patrouille de France, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite. Pourquoi pas en conférence sur le bassin d'Arcachon. Là je suis dans le hangar, on a les machines. Hop, le petit tableau de briefing, on a tout. Si vous voulez venir voler avec nous, ce matin c'était très sympa. On a volé à 7 h du mat, j'ai relâché quelqu'un là au-dessus du bassin, c'était top. Une belle manière de commencer la journée. Allez, je vous dis à très vite et fly safe.